Bonjour et bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Comme vous venez de le voir, ce dispositif vise à animer et réunir l'ensemble des acteurs territoriaux de l'écosystème de la Banque des territoires. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir pour cet événement de rentrée, notre rentrée également d'EduRénov, le programme lancé par la Banque des territoires qui vise à accélérer et concrétiser la rénovation énergétique et l'adaptation climatique des bâtiments scolaires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des territoires et ravie avec mon équipe du Hub vous accueillir ce matin. Ce sont des thématiques chères au Hub que nous avons déjà eu l'occasion d'adresser depuis notre ouverture il y a maintenant plus de 2 ans. Et notamment parce que la rénovation énergétique présente des enjeux d'ampleur pour lesquels il est nécessaire d'apporter une réponse collective qui rassemble toutes les parties prenantes. Au Hub et au sein du programme d'EduRénov, ce sont autant des collectivités qu'on souhaite valoriser, mettre en relation pour inspirer leurs pairs, que des solutions portées par les partenaires publics et privés qu'on souhaite mobiliser pour inspirer et outiller les projets. C'est une thématique que nous avons également travaillé en innovation depuis plusieurs années à la Banque des territoires, grâce à des démarches de design, mais aussi de conception d'outils numériques, qu'on espère bien sûr contribuer à ce programme. Et là maintenant, je me permets de passer la parole à Lila Ferginis, responsable partenariat du programme EduRénov. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On vous souhaite tous la bienvenue à notre événement de rentrée EduRénov. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pu profiter du café et du moment d'échange pour ceux qui sont présents ici. Donc, ce matin, on va parler d'EduRénov, évidemment. On va parler de rénovation énergétique, d'adaptation climatique. Moi, c'est Lila Fergenis. Je suis en charge des partenariats et de l'animation nationale à la Banque des territoires pour le programme EduRénov. Donc, si vous êtes inscrit ce matin, c'est que soit vous avez une idée bien précise de ce qu'est EduRénov, soit par curiosité, si vous avez des idées là-dessus, on pourra aussi les évoquer. Soit vous avez une idée assez vague du programme, mais en tout cas, vous êtes là pour poser des questions. Et surtout, n'ayez crainte, vous allez tous repartir avec un certain nombre d'informations. Ici, vous allez justement en profiter. Vous avez des questions, beaucoup. Et ça tombe bien parce qu'on a des réponses également. Nous avons des élus, des experts sur le sujet. Donc d'abord des élus. Vous allez rencontrer, écouter des élus qui sont engagés sur la question de la rénovation énergétique. On a aussi à côté des partenaires, des experts qui sont engagés tous les jours auprès des collectivités. Et donc, vous allez avoir des beaux projets, des choses innovantes. Donc, vous allez voir qu'il y a plus d'une façon possible pour rénover son école. Donc, des idées innovantes, mais parfois aussi étonnantes. Mais vous êtes là, évidemment, pour ça. En interne également, nous avons des personnes qui sont pleinement mobilisées sur la question de la rénovation énergétique. On aura un mot de Costa à l'instant. On aura aussi l'intervention dans un petit instant de M. François Demarque, qui est donc l'expert en référence depuis 3 ans maintenant sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Il pourra nous dire un mot sur son rapport, exposer quelques points essentiels et peut-être, pourquoi pas, des solutions pour nous pour l'avenir qu'on retiendra. Ensuite, il y a évidemment vous, le public, donc pour ceux qui ont pu se déplacer ici ce matin. Et puis, vous êtes aussi un certain nombre, vous êtes connectés sur Teams, donc on ne vous oublie pas. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et puis moi, je compte aussi sur vous pour pour m'aider à interroger tous ces partenaires et tous ces intervenants. Et donc voilà, je compte sur vous, sur la séquence questions-réponses pour poser toutes les questions. Donc tout de suite, je laisse la parole à Costa, le directeur des prêts. Il nous dira un mot sur la maison et peut-être même sur la raison d'être d'EduRénov. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Lila, bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de dire quelques mots d'introduction pour cette séquence. Je suis le directeur des prêts, Costa Castrinidis de la Banque des Territoires et également sponsor du programme EduRénov. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier d'être aussi nombreux ce matin, ici mais aussi en distanciel, sur une question qui est une question pour nous éminemment importante. La question de la rénovation des bâtiments scolaires figure en tête de notre nouvelle feuille de route stratégique
énergétique. C'est un sujet que nous avons adressé depuis de nombreuses années, essentiellement avec une casquette de financeur, si bien que nous disposons aujourd'hui probablement d'une des meilleures trousses à outils, pour reprendre l'expression utilisée par Christophe Béchu, trousse à outils financière pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets. Mais notre expérience nous a montré au fil du temps qu'une des problématiques liées au passage à l'échelle de la rénovation thermique des bâtiments scolaires n'était pas uniquement que la question financière, mais également la question de l'ingénierie, de la manière de pouvoir finalement simplifier le passage à l'acte et le suivi du projet, du début, du diagnostic initial jusqu'au suivi de la performance des bâtiments qui ont été rénovés. C'est ce qui nous a amené à agréger, rassembler tous nos leviers d'action dans un seul et même programme qu'on a appelé EduRénov, qui est un programme qui vise, s'il devait avoir deux choses à retenir: un, à simplifier la vie des services techniques et des élus locaux, et deux, à accélérer la rénovation des bâtiments scolaires. Notre ambition, elle est simple, c'est de faire émerger 10 000 projets exemplaires sur les territoires d'ici 2027. Des projets qu'on a appelés des projets totems, qui vont répondre à un référentiel commun, un langage commun pour nous éclairer sur ce que doit être une rénovation d'un bâtiment scolaire à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, et avant tout avec un impératif de gain énergétique, puisque nous retenons comme ambition le fait d'avoir 40% de gains énergétiques pour pouvoir être considéré comme un projet totem, et donc un projet accompagné et valorisé qui va aider à mettre en marche l'ensemble des acteurs concernés, évidemment les décideurs et les donneurs d'ordre, mais aussi toutes les filières industrielles concernées, puisque c'est évidemment un sujet extrêmement écosystémique de mise en mouvement des territoires. Alors nous agissons dans le cadre plus global du plan école qui est ce matin lancé par Gabriel Attal et Christophe Béchu, qui a été annoncé par le président de la République. Notre vocation est vraiment de pouvoir apporter à la fois nos services en matière d'ingénierie, en mettant sur la table des moyens inédits, 50 millions de crédits d'ingénierie que nous avons engagés dans le cadre du programme, que nous allons distribuer soit en directement vers les collectivités locales, soit par le biais de certains partenaires, notamment dans le cadre du programme Acté+, avec vraiment cet enjeu de pouvoir identifier dans le parcours opérationnel concret du projet tous les endroits qui ont besoin d'être facilités. Nous mettons également sur la table des outils innovants. Alexandra le rappelait, on a développé un outil de data science qui s'appelle PrioRéno, qui est un outil tout à fait gratuit et qui permet aujourd'hui en quelques clics d'avoir une vision de la consommation énergétique de vos bâtiments publics, et que nous allons aménager pour les bâtiments scolaires de manière vraiment à donner un accès extrêmement simplifié, rapide aux décideurs locaux pour pouvoir identifier finalement les bâtiments énergivores, ceux à prioriser. Il s'agit là aussi d'accélérer, de gagner du temps sur la prise de décision. Et puis évidemment, on met sur la table toute notre trousse à outils financière que j'évoquais tout à l'heure, 2 milliards de prêts issus du fonds d'épargne, donc dans un beau message citoyen, l'épargne des Français qui est mobilisée pour rénover les écoles du pays, dans une période où le choc inflationniste et la remontée rapide des taux d'intérêt rend le financement de ces projets plus complexe, et où finalement notre ressource du fonds d'épargne regagne en compétitivité, ressource que nous avons aussi complétée par la possibilité de mobiliser du taux fixe, des prêts sur des maturités plus courtes, notamment un dispositif d'avance remboursable qui s'appelle l'Intracting, et que nous avons la chance de pouvoir proposer, mettre au service de la rénovation des bâtiments scolaires. On a l'ensemble de ces briques du programme qui vont vous être présentées ce matin. Je vous invite vraiment à vous saisir de l'occasion pour bien vous approprier ces éléments, pouvoir enrichir votre connaissance de ce qu'on propose, et évidemment être le plus interactif possible pour faire de cet échange un temps extrêmement constructif. C'est un sujet majeur pour des questions d'impératif écologique, mais il y a aussi, je pense qu'on en a tous conscience ici, un véritable enjeu d'exemplarité. Les collèges, les lycées, les écoles
c'est le principal service public du quotidien. Ça concerne 20 millions de nos concitoyens et c'est un message pour les générations futures. Et je voulais conclure sur ce point-là. C'est ce qui nous motive dans la mise en place de ce programme et de tous ces moyens inédits pour pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup, Costa. Monsieur François Demarque, à vous la parole. Bonjour à tous, merci à la Caisse des dépôts, aux Banques des Territoires de son invitation. Je suis donc François Demarque, j'étais en 2020 au Conseil général de l'économie et les ministres concernés m'avaient demandé un rapport que j'ai remis en février donc 2020 sur la rénovation énergétique des bâtiments solaires. C'est ce que je vais vous présenter ce matin. Alors ce rapport, il a plus de 3 ans et donc il est en grande partie dépassé. Et je dois dire que je n'ai pas assuré un suivi de mes propositions depuis 3 ans, même si évidemment je suis à l'écoute de l'actualité. Donc vous m'excuserez des éléments qui ne seront peut-être pas tout à fait à jour. Alors, je vais avancer, voilà. Alors, donc, c'est aussi un rapport qui a été réalisé sous contrainte de temps très forte, puisqu'il a été fait en moins de 2 mois. Donc, j'ai pu consulter un certain nombre de gens, mais probablement pas tout le monde. Et notamment au niveau des collectivités territoriales, j'ai pu avoir des entretiens approfondie avec des responsables techniques, mais je précise que je n'ai pas pu à l'époque voir les élus. Par ailleurs, il y a quelques lacunes, comme l'outre-mer, par exemple, qui n'a pas été spécifiquement traité. Alors, des éléments de constat, tout d'abord. 130 millions de mètres carrés de bâtiments scolaires publics, ça représente à peu près la moitié du patrimoine de bâtiments des collectivités territoriales. Donc, c'est un enjeu majeur. Et il y a une majorité écrasante d'écoles numériquement, et 59% des écoles primaires ont une surface inférieure à 1000 m², ce qui veut dire qu'elles ne sont pas formellement soumises au décret tertiaire qui impose les 40% de réduction de consommation d'ici 2030. La consommation unitaire est somme toute moyenne, 135 kWh par mètre carré par an en énergie finale. Ça n'est pas catastrophique, ça n'est pas excellent non plus. L'effort d'investissement de l'ensemble des collectivités sur leurs bâtiments scolaires, c'était de l'ordre de 8 milliards d'euros par an. Ça fait un peu plus de 15% de l'effort total d'investissement des collectivités. Donc ça n'est pas énorme, mais là on voit qu'il y a des marges de progrès pour consacrer davantage d'efforts aux écoles, peut-être au détriment d'autres choses. Ensuite, la rénovation énergétique a du mal à figurer parmi les priorités, ou avait du mal à figurer parmi les priorités des investissements dans les bâtiments scolaires. Un premier indice, c'était que les consommations à l'époque de la DSIL, donc les dotations de l'État aux collectivités pour favoriser les investissements, qui allaient vers les bâtiments scolaires, n'étaient consacrées qu'à un quart à de la rénovation énergétique. Autre indice, les contrats de performance énergétique, CPE, qui sont efficaces, on y reviendra, ne couvraient que 5,5% de la surface totale des bâtiments scolaires. Donc, pas un effort orienté très très fortement vers la rénovation énergétique. Alors c'est à partir de l'expérience des CPE, donc des contrats de performance énergétique, qu'a été tiré le ratio de 300 € par mètre carré qui permettrait de viser 40% de réduction des consommations, avec un horizon 2030, qui est celui du décret tertiaire. Si je multiplie 300 € par mètre carré par le nombre de mètres carrés, on tombe sur 40 milliards. C'est comme ça, c'est vraiment un calcul de coin de table. Je crois que le chiffre de 40 milliards, il continue à être utilisé. Il faut bien avoir conscience que c'est un calcul de coin de table. Alors, l'avantage, c'est que c'est facile. 40 milliards sur 10 ans, parce qu'on était en 2020, pour atteindre 2030, ça fait 4 milliards par an. C'est la moitié des 8 milliards dont je parlais tout à l'heure, qui était l'effort d'investissement des collectivités sur les bâtiments scolaires. Donc, au lieu d'y consacrer un quart, il fallait y consacrer la moitié, quoi. C'était, à grands traits, ce que j'en ai conclu à l'époque.
Alors, des obligations réglementaires, je ne m'attarderai pas. 40% en 2030, je l'ai déjà dit. 60% en 2050. Ça n'est pas, somme toute, un effort extraordinaire. Je rappelle qu'en 2050, on a un objectif de neutralité carbone et que 60% de réduction de consommation, c'est vraiment le minimum qu'on peut faire. Alors, quelle stratégie retenir ? Tout d'abord, on va bien vers 2050, on est dans une course au long cours vers cet objectif de neutralité carbone, et donc il faut ordonner les choses. Et il faut un effort soutenu sur toute la période. Alors, j'ai proposé une typologie, somme toute, pas extraordinaire, des mesures qui peuvent être prises, des actions qui peuvent être lancées. Il n'y a pas que des investissements. La première étape, c'est de la bonne gestion. La mesure et la régulation à mettre en place. Régulation particulièrement importante pour les bâtiments scolaires, compte tenu de l'intermittence de leur utilisation. Il faut se rappeler que pendant l'hiver, on a en gros 2 mois de vacances, entre toutes les vacances scolaires qui de novembre à avril. Donc les bâtiments sont vraiment loin d'être utilisés en permanence et il faut une régulation fine. Il y a les week-ends aussi, mais il y a aussi des occupations autres que typiquement scolaires dans ces bâtiments. Donc il faut tenir compte de tout ça. Agir sur les comportements fait partie aussi de ce premier levier, on y reviendra. Et évidemment, ça représente un investissement limité, assez facile à financer. Par contre, c'est un accompagnement indispensable des acteurs pour que ce premier niveau soit réussi. Le deuxième niveau, c'est des investissements beaucoup plus lourds qui vont porter sur les systèmes, donc chauffage, ventilation, etc. Ou sur le bâti, c'est-à-dire l'isolation des murs ou du toit, etc. Donc ces investissements lourds, ils doivent porter sur l'ensemble des bâtiments à terme. Il faut simplement les ordonner dans le temps. Pour avoir des résultats intermédiaires qu'on attend d'ici 2030, il y a le 40% en ligne de mire. Mais sans obérer les étapes suivantes, puisqu'on n'aura pas fini le travail en 2030. Et donc, il faut vraiment réfléchir dans une ingénierie de projet et une ingénierie de programme, en fait, à la manière dont on séquence tout ça. Le temps de retour de ce type d'investissement un petit peu lourd va être de l'ordre de 10 à 30 ans, soyons clairs. Et puis le troisième niveau, ce sont des restructurations lourdes. On a un patrimoine scolaire qui est souvent ancien, qui peut avoir des défauts, qui n'est pas adapté aux usages d'aujourd'hui. Il peut y avoir des problèmes structurels aussi sur les bâtiments. Donc là, on va avoir un certain nombre d'opérations de restructuration lourde du bâti où l'énergie sera embarquée. En réalité, ce ne sera pas le premier objectif. Et là, la notion de temps de retour perd son intérêt. Donc il faut une stratégie immobilière ou au moins, si le mot fait peur, un programme pluriannuel que j'ai appelé Action Énergie-Climat pour le patrimoine scolaire. Il faut avoir conscience qu'il faut lancer les actions sur l'ensemble de la typologie et en particulier le premier niveau, il faut le faire tout de suite partout. Et le reste, il faut bien l'étaler dans le temps de manière intelligente. Ne pas oublier également d'autres questions qui vont s'imposer. L'amiante, qui peut retarder et renchérir les projets. La qualité de l'air intérieur, qui est absolument essentielle pour les élèves qui sont dans les classes, avec les questions de ventilation que j'évoquais déjà tout à l'heure. Et puis, l'opportunité d'installer des énergies renouvelables à l'occasion de ces grands programmes. Sans évidemment négliger le confort d'été, sur lequel je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'attarder dans le rapport, mais qui est évidemment une exigence encore plus forte aujourd'hui qu'en 2020, compte tenu de ce qu'on a vécu depuis. J'avais simplement proposé une mesure d'urgence pour les salles d'examen, parce que le bac se passe à un moment où il peut faire très 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 chaud. Voilà. Alors je n'insiste pas, mais c'est une évidence. Alors pour mettre tout ça en mouvement, il faut des acteurs formés et motivés. Le premier niveau concerne les élus et les responsables des collectivités. Il faut leur apporter ce dont ils ont besoin en termes de connaissances, en termes de savoir-faire et d'ingénierie, on en reparlera. Et puis, un des objectifs, c'est de construire la confiance. Confiance dans les préconisations de l'ingénierie, dans le fait que les projets vont effectivement permettre de réaliser les économies qui sont attendues. Confiance donc dans les entreprises de travaux qui vont pouvoir travailler correctement pour que les résultats soient effectivement au rendez-vous. Ça n'est pas toujours évident.
maintenant, il faut construire cette confiance. Et pour pouvoir la construire, il faut que les élus et les responsables techniques aient entre les mains les éléments de raisonnement et les éléments de discussion avec les spécialistes et les experts. Donc j'ai proposé que le programme des certificats d'économie d'énergie finance un programme concernant la formation des élus locaux à cette fameuse action énergie-climat dans les bâtiments publics. Et puisque le plan bâtiment durable propose aux collectivités de signer une charte du bâtiment durable, j'ai proposé qu'elle soit complétée par un engagement des signataires sur l'objectif 2030 de réduction des consommations d'énergie des bâtiments scolaires, appliqué à l'ensemble des bâtiments scolaires et pas seulement à ceux qui sont soumis au décret tertiaire, puisque les plus petits ne sont pas soumis au décret tertiaire. Donc vraiment d'embrasser l'ensemble du parc. Et puis, que le plan bâtiment durable aille porter la bonne parole dans un Tour de France, je n'insiste pas. Alors ça, c'était le niveau des élus et des responsables des collectivités, mais il faut aussi que dans les établissements, le personnel enseignant, enfin toute la communauté éducative, les personnels administratifs ou de service et les élèves soient motivés pour faire vivre les systèmes de régulation et les bonnes pratiques qui permettent d'obtenir le premier niveau d'économie. Donc, il faut des projets d'animation, il faut des projets pédagogiques. Je cite le programme CUBE, dont on vous reparlera, je pense, tout à l'heure. Et puis, on peut attendre aussi, c'est un enjeu d'éducation publique, on peut attendre des retombées à la maison à travers les messages que les jeunes peuvent transmettre. Et puis, un petit truc, c'est intéresser la communauté scolaire à travers la Caisse des écoles, que la Caisse des écoles puisse recevoir une partie des économies monétaires qui sont réalisées par la collectivité quand elle lance ce genre de programme, et ça peut motiver effectivement la communauté éducative. Bon. Alors, le chapitre suivant, il est particulièrement focalisé sur les petites et moyennes communes qui manquent souvent de compétences spécialisées sur les aspects technico-économiques, bien sûr, mais aussi juridiques et financiers dans ces programmes. Alors, il existe bien les conseillers en énergie partagée, où il existait à l'époque, je ne sais pas trop ce que c'est devenu, il y en avait un peu plus de 300 qui offraient des services pour 20 000 communes à l'époque, rurales. Programme aidé et puis suivi au niveau national par l'ADEME, mais porté localement par des syndicats d'énergie, des intercommunalités ou des agences locales énergie-climat. Et puis il y a toujours, heureusement, le programme ACTE, qui était à l'époque récent, porté par la FNCCR, dont on vous dira quelques mots, je pense, tout à l'heure, financé sur les certificats d'économie d'énergie. Alors j'avais proposé de le prolonger, c'est fait. J'avais proposé d'assurer une étroite coordination avec le dispositif des conseillers en énergie partagée. C'était souvent d'ailleurs les mêmes entités locales qui portaient les CPE et les CEP, pardon, et qui adhéraient au programme ACTE. Alors, un autre volet pour les communes petites et moyennes concerne les audits énergétiques qui sont des préalables indispensables à la réalisation des projets. L'ADEME apporte toujours des aides pour réaliser des audits énergétiques, mais évidemment plus on fait d'audits, plus c'est compliqué, plus ça prend du temps à instruire, et je proposais que l'ADEME se repose sur des syndicats d'énergie ou sur les porteurs des conseillers en énergie partagée ou les entités bénéficiant du programme ACTE pour distribuer et organiser ces audits énergétiques au niveau local, massifier, c'est un outil de massification de la réalisation des audits énergétiques en s'appuyant sur ces organes intermédiaires. Donc je proposais que l'ADEME signe avec eux des contrats cadres d'aide à la décision sur les bâtiments scolaires. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Les choses ont évolué manifestement depuis. Et puis je soulignais que la Banque des territoires devait aider les collectivités à l'élaboration de stratégies patrimoniales sur leurs bâtis et notamment sur les bâtiments scolaires, mais pas exclusivement. Et puis il y a une mesure, il y a une mesure, c'est allé un petit peu vite. Excusez-moi. Voilà. Mais les slides ont été changés par rapport à ce que j'avais fait, non ?
Bref, c'est en bas, oui, c'est en bas. Là, je proposais de mutualiser la préparation et la conduite des projets de manière plus simple, en confirmant les possibilités de mutualisation qui existent aujourd'hui dans la loi au profit des syndicats d'énergie, donc qui peuvent se porter maître d'ouvrage pour leurs membres. Hein. Je n'insiste pas, mais c'est très important. Alors, sur la sécurisation des contrats, donc c'est bien ça, c'est le chapitre 8. Donc les CPE sont un instrument sûr, adaptable, qui ont fait leurs preuves, mais qui sont encore sous-utilisés. Il existe des guides, des centres de ressources, des plateformes, mais il y a eu les réformes successives des marchés publics qui rendent la conclusion de ces CPE un petit peu compliquée, parce que ce sont des instruments compliqués. Et donc, il était proposé de réaliser un cahier des clauses administratives générales pour les marchés globaux de performance, dont ils sont, et puis un closier des marchés publics de performance énergétique, donc pour que les CPE soient vraiment des outils accessibles et faciles à manier pour les collectivités. Et puis pour les petites collectivités notamment qui ne font pas facilement appel au CPE, d'étendre l'obligation pour les entreprises de travaux de disposer du label RGE lorsqu'elles interviennent pour les collectivités, ce qui est un moyen de sécuriser la qualité des travaux dont les particuliers bénéficient mais dont les collectivités ne bénéficient pas aujourd'hui. Alors, il y a des enjeux industriels, au-delà de la massification, des aides à la décision ou même de la maîtrise d'ouvrage des projets. Il y a une massification technique qui peut se réaliser sur des patrimoines qui se ressemblent d'une collectivité à l'autre, parce qu'historiquement, la France a investi dans son patrimoine scolaire à certaines époques. C'était centralisé et il y a des types de bâtiments. Et donc là, il y a un programme CE Energy Sprong, qui est désormais bien connu et qui aboutissait à des démonstrateurs sur des bâtiments scolaires pour industrialiser la filière. Alors à l'époque, je proposais de trouver des financements pour financer les démonstrateurs. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a eu une émission de télé d'ailleurs, enfin des reportages sur la commune de Rhêmes dans les Hauts-de-France il y a 2-3 jours sur France 2 et France 3. Donc les démonstrateurs existent. Maintenant, l'enjeu, ça va être d'aller plus loin et de massifier, enfin de reproduire tout ça, je n'insiste pas. L'approche scientifique, ensuite, indispensable, peut-être pour définir une typologie historique de ces bâtiments, clarifier les choses qui permettent de dégager les approches techniques communes de rénovation, et puis aussi établir des référentiels et des recommandations sur des questions spécifiques aux bâtiments scolaires. Parce que le bâtiment scolaire, ce n'est pas un bâtiment ordinaire. Donc il y a la question de l'intermittence, des usages que j'ai déjà évoqués, avec des conséquences sur la ventilation, et puis la question des interventions en fonctionnement, parce que une rénovation lourde, c'est des gros travaux. Si les élèves sont là, ça va gêner l'enseignement. Donc comment concevoir des types d'interventions qui vont pouvoir se faire pendant la classe ? Enfin, il y avait le volet financement. Alors, j'en dirai pas grand-chose parce que les conditions ont beaucoup changé depuis 2020. À l'époque, les taux d'intérêt étaient quasiment nuls et les collectivités pouvaient emprunter assez facilement à des taux quasiment nuls. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, manifestement. Donc, tout ce que je disais à l'époque sur la question des prêts est aujourd'hui clairement dépassé. Bon, bien sûr, il faut des subventions. Il faut un appui en subvention pour toutes les phases initiales, je dirais, d'ingénierie préalable. Il faut aussi, si possible, des subventions pour les phases d'investissement. Mais là, ça a été rappelé tout à l'heure, le président de la République a fait des annonces. Les ministres sont aujourd'hui en train d'expliquer le plan gouvernemental qui va avoir un volet financier significatif. Et d'ailleurs, j'avais fait une proposition de lancer un grand programme national. Alors décidément, j'ai du mal. Voilà, c'est tout en bas. Voilà, on m'a réduit mes slides, donc je suis perturbé par le nombre de slides qui n'est pas le même que celui que j'avais prévu. Alors, j'avais proposé un grand programme national Action Énergie Climat pour les bâtiments scolaires. C'est peut-être ce qui est en train d'être annoncé. Le pilotage par la NCT, par contre, que j'avais envisagé à l'époque, ne se fera probablement pas. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vais rester un petit moment. J'espère pouvoir répondre à des questions s'il y en a tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Demarque. Alors, si vous voulez bien, on peut prendre une ou deux questions dans le public.
Si vous voulez réagir à ce qui a été dit par Monsieur Demarque, par Costa ou autre, je vous en prie. Autrement, on a plein de questions. Donc, vous êtes très, très nombreux sur Teams, sur le chat. Donc, on peut en prendre une également sur le chat. Vous me dites une question, une réaction? Aucune, pas de regret. Alors, une question de Nadia sur Teams. Je vous prends aussitôt. La question de Nadia qui nous indique que le décret tertiaire est applicable uniquement pour les surfaces de 1000 m². Est-ce qu'on doit revenir là-dessus? Est-ce qu'on doit aussi prendre en compte les autres? Est-ce que c'est une question, c'est un sujet? Monsieur Demarque, s'il vous plaît, elle vous a adressé la question. Et dans ce pays, on veut tout faire par décret, on veut des lois partout. Bon, on peut, bien sûr qu'il faut s'intéresser aux bâtiments de moins de 1000 m², c'est une évidence. Ce que j'avais proposé dans mon rapport, c'est de le faire sur une base volontaire, c'est-à-dire que les communes concernées adhèrent à la charte bâtiment durable et ça veut dire clairement faire la même chose sur les petits bâtiments que sur les grands. J'avais proposé que ça se fasse sur une base volontaire. Peut-être que si la mise en mouvement qu'on espère tous ne se fait pas et que d'ici 2-3 ans on constate qu'il faut donner un coup d'accélérateur, peut-être qu'on voudra recourir à des mesures réglementaires supplémentaires. Mais ça ne me paraît pas aujourd'hui la meilleure manière de mobiliser les collectivités dans un mouvement auquel je pense elles ont spontanément envie d'adhérer. Très bien, très clair. Alors, des petites questions. Samy, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Samy Mdi, je suis coordinateur au sein du programme ACTE et je suis également un ancien ingénieur adémien. Et vous avez évoqué un élément qui était important. À ce jour, le rapport que vous évoquez, vous indiquez qu'il y a un angle mort, c'est l'angle des Outre-mer. Et je pense que sur notamment le confort d'été, les Outre-mer, et je pense notamment au département de la Réunion, a beaucoup travaillé sur la conception bioclimatique, étant donné qu'il y a un certain nombre de contraintes de température, de climat, d'humidité. Et donc je pense qu'il y a des travaux à réaliser en matière d'inspiration, bien évidemment en adaptant. Donc il y a, je pense, un aspect d'adaptation et d'aller s'inspirer des conceptions bioclimatiques dans les Outre-mer. Donc ça, c'était un premier élément. Et ensuite, vous évoquez la proposition numéro 7 sur la mise en place d'un closier pour recourir à des contrats de performance énergétique. La FNCCR a porté justement un travaux sur un closier CPE et nous sommes d'ailleurs en train de mettre à jour ce closier CPE pour intégrer la dimension de tiers financement, puisque la loi du 30 mars 2023 a ouvert la possibilité de recourir à du tiers financement pour les collectivités territoriales. Et donc nous sommes en train de mettre à jour ce closier CPE à destination des collectivités territoriales pour que demain elles puissent recourir à ce type de financement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Samy, très clair. Une deuxième question, si vous voulez interpeller Monsieur Demarque. Autrement, on aura une séquence questions-réponses tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, je laisse la parole à Monsieur Nicolas Turca, maintenant, directeur du programme, qui va nous dire un mot sur Edurénov. C'est bon. Alors en effet, donc moi je suis Nicolas Turca, je suis le directeur du programme Edurénov à la Banque des Territoires. On est en charge donc avec Lila, avec Siloé, avec Maxime ici notamment, de déployer le dispositif au national et dans les territoires, parce que c'est un programme qui a 2 dimensions et dont je vais revenir. Je veux bien la diapositive suivante. Ben non, j'appuie sur la zapette. Tac. Voilà, merci. Donc, pour rappel quand même, en quelques mots, le programme Edurénov, donc c'est une pierre angulaire donc du dispositif qui va être annoncé, qui est en cours d'annonce même, en ce moment même, voilà, d'ici la fin de la matinée, dans le cadre du gouvernement et des annonces du ministre Béchu et Attal, comme on a évoqué plusieurs fois. C'est une brique essentielle avec d'autres briques, évidemment, dont on parlera tout à l'heure. C'est un programme qui est légèrement plus large, en effet, que le plan école, hein, puisque c'est école, collège, lycée. On y reviendra, mais il y a aussi des ALSH, des crèches, des choses comme ça, qui sont des bâtiments périscolaires qui sont
qui sont partie intégrante du dispositif et qui sont éligibles évidemment à adhérer au programme EduRénov. L'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, et Costa Cassinellis l'a très bien dit, il y a 40% d'économie d'énergie, c'est vraiment le seuil minimal aujourd'hui qu'on le recherche, ou d'adaptation climatique, et évidemment, on y reviendra notamment sur les Outre-mer. Il va falloir qu'on travaille évidemment sur un peu le critère finalement vers lequel on a envie d'emmener un certain nombre de projets pour éviter... notamment, je pense à la question de l'électrification ou des ventilations mécaniques à tout va. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel on va devoir se pencher aussi de notre côté. On dédie 50 millions d'euros d'ingénierie aux côtés d'Acté, mais également en fonds propres, notamment aussi dans le cadre des programmes nationaux que la Banque des Territoires gère, comme je pense Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Et puis enfin, les 2 milliards d'euros qui sont sur fonds d'épargne en grande partie pour financer des travaux de rénovation énergétique via des prêts, via de l'intracting, mais également via une offre notamment d'appui auprès des collectivités territoriales, je pense aux plus grosses, sur les notions de tiers financement. Je veux bien la diapositive suivante. Aujourd'hui, on essaye de couvrir un peu le continuum et c'est le début aujourd'hui du programme. On est en année 2023, on est dans une année de déploiement, de calage. Donc les partenariats sont en cours et on aura encore des annonces d'ici la fin de l'année. Mais globalement, on essaye d'intégrer la dimension inspiration pour définir le projet, pour susciter, parce qu'on pense qu'il y a un enjeu majeur d'aller chercher des nouveaux projets, de dépasser le flux naturel de projets, parce qu'on va avoir la chance d'avoir un maire notamment qui est convaincu par la rénovation énergétique et par la transition écologique. Il y en a plein d'autres qui aujourd'hui nécessitent d'être emmenés, d'être accompagnés et ça va être un vrai sujet d'aller chercher, j'allais dire presque les 30 000 autres. Donc des fiches, une communauté, une dimension évidemment pair à pair. Et puis aussi pour ceux qui ont déjà commencé des projets, parfois ils ont d'autres projets. Vous avez des villes moyennes qui ont des parcs de 10-15 écoles. Elles ont déjà rénové une école, mais elles ont les 10 autres à faire dans les prochains mandats. Donc c'est aussi le sens de se tenir à l'état de l'art, se tenir informé de ce qui se passe sur des nouvelles problématiques. On a le décret Bax qui va arriver, qui va s'appliquer. Il y a un certain nombre d'autres choses qui viennent. Évidemment, se faire accompagner. Il y a déjà l'appel à projet chaîne du programme Acté+, qui est en cours. Vous pouvez recandidater pour ce qu'on appelle chaîne 2, donc fin novembre. Et Mathias dira un mot tout à l'heure. Vous pouvez nous contacter aussi pour d'autres formes d'appui et on y reviendra. Et puis enfin, vous pouvez aussi financer en effet votre projet. Il y a toute la question de l'ingénierie financière. Tout à l'heure, on aura mes collègues du groupe de la Banque Postale qui ont une offre qui s'appelle Subzen, qui permet d'aller chercher des subventions finalement et d'aller compléter son financement. Et donc c'est quelque chose qu'on va également valoriser. Voilà. Et enfin, je voudrais boucler là-dessus. Les 10 000 projets, on va essayer de les documenter tous le plus possible pour essayer justement de donner à voir aux autres et d'être capable de documenter. C'est quelque chose qui est très important, cet échange de pair à pair, parce que en effet, un maire peut parler à un autre maire, un technicien peut parler à un technicien. Nous, pour le coup, on est juste des gens qui permettons à d'autres gens de se réunir. La dernière diapo, excuse-moi. Eh ben non, il n'y en a plus. D'accord. Non, parce que j'en avais une. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Lila, à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va pouvoir passer à la séquence retour d'expérience avec Monsieur Guios. Monsieur le maire, si vous voulez bien venir sur scène. Hop, prenez place, prenez un micro. Et bien sûr, on a aussi en Teams Madame Claire Guéneuf, directrice générale de la CMSPL Brest Métropole Aménagement. Donc, elle est bien connectée, avec les centaines d'autres personnes également connectées. Je vous en prie, on va s'asseoir. Monsieur Dionner Excellent vous demande de bien vouloir l'excuser. Là, il y a une grosse urgence sur sa commune. Donc, il ne pourra pas venir être là ce matin, mais on est très bien accompagnés. On a plein de questions à vous poser et des réponses aussi, j'espère. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre projet, mais aussi ce qui vous a amené à faire cette rénovation? Est-ce que vous avez eu des sollicitations de la part des usagers, des parents d'élèves peut-être, des enseignants? Comment s'est mûri ce projet? Comment c'est arrivé?
Alors bonjour. Le projet, en fait, Gomni, c'est une commune qui disposait de nombreuses écoles, écoles des filles, écoles des garçons, qui se sont au fur et à mesure rassemblées. Et il nous restait une école maternelle et une école primaire. L'école primaire qui a environ 10 ans aujourd'hui maintenant. Et l'école maternelle qui est un bâtiment vétuste qui a près de 200 ans, qui n'est absolument pas adapté à l'accueil des enfants en bas âge, qui a des plafonds très hauts, des sols très froids, des sanitaires dans les salles de classe. Enfin, vraiment, c'est tout un environnement qui est difficile et avec des classes de maternelle qui sont éparpillées dans des bâtiments différents. Donc il fallait absolument le rénover et on commençait aussi à sentir le frémissement de la hausse des coûts d'énergie en 2020. Donc quand on s'est posé la question de savoir si on rénovait ce bâtiment ou si on rassemblait tous nos bâtiments pour faire des économies aussi structurelles, économies de fonctionnement général, en fait on est allé vraiment vers la construction d'un nouveau bâtiment. Et on a donné des objectifs extrêmement durs au cabinet d'architecture, puisque l'objectif, c'était de ne pas rajouter de chaudière au bâtiment existant. C'est-à-dire on rajoute 800 mètres carrés, mais on ne rajoute pas de chaudière. Faire un bâtiment qui soit extrêmement durable. Et puis, dans cette philosophie aussi, dire on va artificialiser 800 mètres carrés, on va essayer de minimiser l'impact de la construction sur l'environnement. Et donc, on a commencé à faire des tables rondes avec tous les utilisateurs pendant le Covid. Donc, j'ai dû faire des certificats administratifs pour convoquer à une réunion pendant le confinement les parents d'élèves et les enseignants. On a discuté de savoir c'était quoi la vie à l'intérieur d'une école, quels étaient les besoins en termes de circulation, puisqu'on était en plein dans le Covid, donc on sentait bien aussi les aspects sanitaires qui étaient là. Et puis on a travaillé avec des thermiciens, des gens qui travaillaient aussi sur la fresque du climat, par exemple, pour nous expliquer comment on conçoit un bâtiment par rapport à l'orientation, par rapport au soleil, par rapport aux saisons, etc. Et puis de là sont sorties plusieurs idées. On a commencé les études d'ingénierie avec l'atelier Amélie Fontaine, qui nous a proposé un bâtiment vivant. En fait, la structure du bâtiment fait que nous avons essayé de minimiser les coûts d'utilisation en termes, par exemple, d'éclairage artificiel. Donc, il va y avoir, on remet des fenêtres au nord qui nous permettent d'avoir une luminosité constante, quelle que soit la saison, et qui font un apport important de lumière à l'intérieur du bâtiment. On met des grandes baies vitrées au sud pour pouvoir apporter de la chaleur en hiver, mais avec une grande casquette pour pouvoir bloquer le soleil au moment de l'été. Alors heureusement, on l'a déjà vu ici au mois de septembre, il a fait plus chaud dans le nord au mois de septembre qu'au mois de juin. Et on a vu qu'il n'y a pas que l'été qu'il faut gérer. Maintenant, il va falloir gérer l'automne aussi dans les écoles. Et puis, on fait des ports de toit parce que la nuit, on va pouvoir faire une surventilation la nuit pour pouvoir refroidir le bâtiment justement dans les périodes chaudes, en laissant volontairement des fenêtres inaccessibles en hauteur ouvertes et en bas derrière des claustras qui permettront d'ouvrir les ouvrants sans gêner la sécurité du bâtiment. Et puis on fait ça en bois local. Le bois, c'est une structure assez légère. On a besoin d'inertie dans notre bâtiment. Donc, pour ajouter de l'inertie, en fait, l'architecte a proposé d'ajouter des murs en terre crue. Donc, les briques ne sont pas cuites. C'est la terre qui a séché naturellement. Et ces murs de briques en terre crue à l'intérieur du bâtiment vont permettre d'accumuler la chaleur la journée pour la restituer la nuit et donc minimiser notre besoin en chauffage. Et ils vont aussi avoir un impact sur l'hygrométrie naturelle des pièces, puisque la brique en terre crue va pouvoir absorber l'humidité quand il y aura un peu trop d'humidité dans l'air et pouvoir la restituer quand l'air sera un peu sec. Donc, on travaille aussi sur l'ambiance de travail, sur le climat qui va régner à l'intérieur de l'école pour les enfants. Et puis on est allé vraiment au bout de la démarche. Les murs seront isolés en paille, donc on revient un petit peu à l'ancienne. Alors, je voulais appeler ça l'école des 3 petits cochons, mais il faut savoir que c'est déposé par Disneyland. Disney a le nom des 3 petits cochons. Et donc, on est allé vraiment très loin. Le bois vient de la région Hauts-de-France, c'est du bois local. La paille, elle a été récoltée à 7 km de chez nous. Normalement, on avait trouvé un champ
dans le village, mais les sangliers ont décidé de s'amuser avec. On a dû se reporter 7 km plus loin, mais ce sont 3 agriculteurs qui se sont mobilisés avec les adolescents du village. Donc on intègre aussi la population à cette construction pour pouvoir avoir un rôle pédagogique, savoir bah, tiens, pourquoi de la paille de blé, pourquoi pas de la paille d'orge par exemple, parce que la paille d'orge, elle est comestible pour les animaux. La paille de blé, elle a une structure qui est beaucoup plus solide et qui va permettre d'enfermer aussi des petites capsules d'air qui vont contribuer à l'isolation. Et nous avons par exemple ramassé plus de 3000 ballots sur 3 jours. Je peux vous dire que pour les fourcher à la main, ça fait un petit peu d'activité sportive. Et puis les briques, elles ont été fabriquées avec l'argile extraite du site de l'école. On a fait un chantier participatif avec près de 300 personnes qui sont venues de la France entière. On a des gens de la région de Lyon qui sont montés quelques jours en vacances pour venir faire des briques chez nous. Et donc cette argile a été caractérisée par un laboratoire parce que derrière, il y a des besoins acoustiques, il y a des besoins de résistance. On est en zone sismique 3. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour caractériser l'argile, pour définir le mélange qu'il fallait faire parce qu'il a fallu rajouter de la paille dedans pour la structure des briques, justement. Et ce laboratoire est venu former le cabinet d'architecture et quelques personnels de la commune chez nous à la fin du mois de juin. On a impliqué tous les enfants de l'école, puisque tous les enfants de l'école primaire sont venus faire une brique sur place. Ces briques, on en a fait 3800 sur un mois. Elles ont toutes été moulées à la main et elles ont séché pendant 1 an dans les ateliers municipaux. Aujourd'hui, vous voyez le premier mur ici commence à être monté puisque ça, c'est une photo qui date d'1 semaine. Donc on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui les briques qui ont été fabriquées sur place. Très bien, très clair. Donc, on le voit à l'écran, les étapes qui vous ont permis justement ce passage à l'acte. Mais la question, c'est qu'est-ce qui vous a permis justement d'aller au-delà de tous les freins que les autres projets peuvent avoir? On voit pas mal de projets qui se montent, qui ont une idée vraiment claire sur le type de rénovation qu'il faut faire, mais le passage à l'acte ne se fait pas. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous? Le volontarisme. On est une commune de 2300 habitants. J'ai pas beaucoup de techniciens en mairie, donc j'ai trouvé une architecte qui est à peu près aussi dingue que moi, et on a dit à tout le monde, on y va. Et c'est comme ça, on y va, on avance, on pousse. Et c'est vrai qu'à force de faire de la publicité, finalement, les gens sont venus, ont adhéré au projet, et c'est vraiment, mais vraiment le volontarisme. Et puis aussi, de côté du conseil municipal, expliquer toutes les économies qu'on va pouvoir faire. Il faut savoir que quand je vais couper le compteur, parce que j'espère débrancher l'école au mois d'avril, pour basculer dans le nouveau bâtiment, rien que la facture énergétique, l'électricité de l'ancienne école, c'est plus important que le remboursement du prêt que j'ai dû faire pour financer le nouveau projet. Donc dès qu'on va couper le compteur, on va faire des économies d'énergie, on va faire, en plus des économies, on va dire, en fonctionnement avec le personnel, on va pouvoir mutualiser. On met un maximum d'activités aussi parce qu'on a du périscolaire. Donc j'ai fait mes comptes. En fait, par semaine, les enfants, ils vont 24 heures à l'école, 25 heures au périscolaire. Et et on retire l'école plusieurs semaines par an, plus les mois d'été. Et pendant ce temps-là, nous, on rajoute de l'activité dans le bâtiment et on délocalise aussi certaines activités. J'ai des profs, j'ai des cours d'anglais volontaires, etc., qui se faisaient avant dans d'autres bâtiments. Je dis, non, on chauffe un bâtiment, on va utiliser au maximum ce bâtiment-là pour aussi mutualiser l'ensemble des activités en son sein. Clair. Donc, s'il y a bien un message à envoyer à vos collègues maires, c'est « il y a de l'audace, allez-y ». Exactement. Parfait. Et pour tous ceux qui sont intéressés, il y a une visite officielle du bâtiment, du chantier le 20 septembre, donc mercredi semaine prochaine, qui est organisée par l'association Fibois. Et donc, tous ceux qui veulent venir sont le bienvenu. Entendu, très bien. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. Madame Claire Guéneuf, si vous voulez bien vous préparer à prendre la parole, qui est connectée, qu'on voit bien à l'écran. Voilà. Oui, bonjour à tous. Bonjour madame. Alors je vous laisse la parole, mais petite question un peu générale, si vous voulez bien nous dire justement votre rôle de directrice de SEM-SPL, comment les collectivités sont aidées, sont portées jusqu'au passage à l'acte. Oui, donc moi je suis la directrice de Brest Métropole Aménagement, une SEM, une EPL classique, on va dire, plutôt centrée sur les problématiques d'aménagement, et puis une SPL qui a été créée en 2017, vraiment sur le sujet de la rénovation énergétique,
puisque la ville de Brest faisait le constat à cette époque qu'elle avait un patrimoine important datant des années de la reconstruction, puisque Brest a été une ville détruite et reconstruite, qui arrivait à un niveau d'obsolescence assez important, d'une part, et puis d'autre part, la collectivité Brest Métropole, l'intercommunalité, faisait de même le constat d'une augmentation régulière de sa facture d'énergie, déjà à l'époque. Voilà, donc la SPL a été vraiment très centrée sur la question de la performance énergétique des bâtiments publics. La différence entre la SEM et la SPL, c'est que dans une SPL, nous ne travaillons que pour nos actionnaires, mais nous travaillons dans un régime dit in-house, c'est-à-dire sans mise en concurrence et sans publicité préalable, ce qui nous permet de travailler très en amont, d'échanger très en amont avec les collectivités qui ont rejoint le capital, de manière à pouvoir bien évaluer leurs besoins. La performance énergétique, aujourd'hui, c'est vraiment une compétence des deux sociétés. Nous avons travaillé côté SEM, par exemple, pour l'université, sur de la rénovation à performance énergétique de leurs bâtiments. Voilà pour le premier. Alors peut-être le deuxième, parce que la deuxième slide, s'il vous plaît, parce que c'est important. Nous avons aujourd'hui dans notre offre aux collectivités un mode qui est un peu innovant, ça s'appelle le marché de partenariat. En fait, c'est du tiers investissement, c'est-à-dire que la collectivité nous délègue la maîtrise d'ouvrage, elle nous délègue également le financement, c'est nous qui allons chercher le financement, en tout cas 80% des financements, soit en bancaire ou en subvention. Elle amène elle-même 20% du financement, et puis ensuite le solde nous sera réglé en loyer. Et nous nous engageons sur le niveau de performance. Et nous-mêmes, nous répercutons cet engagement sur la performance auprès de groupements d'entreprises au travers de marchés publics globaux de performance. Voilà. Alors, je souscris tout à fait à ce qu'a dit tout à l'heure le premier intervenant, Monsieur Demarque, sur le fait que généralement, nous ne travaillons pas seulement sur des investissements en matière de performance énergétique. En fait, lorsque vous vous lancez dans des travaux comme ça, eh bien, vous arrivez sur des problématiques de mise aux normes du bâtiment. Nous avons des sujets d'amiante assez conséquents dans nos bâtiments de la reconstruction. Vous avez des sujets de confort, d'attente des usagers. Voilà. Donc pour nous, notre objectif aujourd'hui, c'est que à minima, la majeure partie, on va dire, des investissements soit consacrés à la question énergétique, mais nous gardons également de la place pour d'autres choses plus patrimoniales. Le troisième diapo, peut-être ? On a un exemple aujourd'hui abouti de marché de partenariat qui concernait 5 groupes scolaires que nous a confié la ville de Brest. Donc c'est un investissement important de plus de 15 millions d'euros sur les 5 groupes scolaires. Je parle bien de groupes scolaires et ça rejoint peut-être une question précédente sur les bâtiments qui ne font pas 1000 m² mais qui sont quand même assujettis, parce que en fait à Brest, généralement nous avons plusieurs bâtiments sur une seule entité, et c'est cette entité que nous traitons. Donc nous avons traité ensemble des groupes intégrant par exemple maternelle, primaire, mais aussi parfois restauration scolaire. Donc on est voilà sur des entités patrimoniales qui peuvent être quelquefois non univoques. Et vous voyez, dans un marché de partenariat, donc nous allons chercher à peu près 80% de l'emprunt. La ville amène elle-même 20% du financement, 5% en capitalisation et 15% en participation ou subvention extérieure. Nous garantissons un objectif de performance et donc nous garantissons un loyer. C'est-à-dire que si nous n'atteignons pas la performance énergétique attendue, eh bien, nous allons dégrader le loyer pour la collectivité de manière à ce qu'elle s'y retrouve forcément. Ça n'est pas évident d'atteindre la performance. Il faut un peu de temps après la livraison du bâtiment. Il faut que le bâtiment se cale lorsqu'il a été rénové. Il faut aussi que les usagers se l'approprient. Donc, dans nos marchés, nous avons toujours un volet de formation et accompagnement des usagers.
Voilà, et puis enfin un dernier diapo pour vous montrer ce qu'on a réalisé. Alors, EduRénov fixe 40% d'économie d'énergie. C'est pas si évident que ça à atteindre. En tout cas à Brest, où on a des amplitudes thermiques qui sont faibles. Hein, nous avons des hivers assez cléments et des étés pas trop chauds. On a quand même des sujets de confort d'été qui nous sont posés et sur lesquels on travaille. Voilà, et vous voyez, nous avons aujourd'hui livré 5 groupes scolaires, dont 2 sont au-dessus des 40% et les autres un petit peu en dessous. Voilà. Très clair. Bon, merci beaucoup, Madame Claire Guéneuf. Même question pour Monsieur le maire. Il y a beaucoup de projets qui sont pensés, imaginés, mais très très peu de passage à l'acte. Pourquoi, selon vous ? Je pense que les élus aujourd'hui hésitent devant l'importance de l'investissement. Nous avons, alors pour répondre aussi à des petits sujets qui ont été amenés tout à l'heure par Monsieur Demarque, il y a toujours un des conseillers performance énergie, nous en avons, donc on est accompagné par l'agence locale de l'ADEME. Nous avons lancé un programme Acte2, on a audité 45 bâtiments là, sur l'agglomération au cours des 2 années précédentes, dont un certain nombre de bâtiments scolaires, et on voit que les élus aujourd'hui hésitent devant le pas à franchir, devant le montant d'investissement, devant le niveau d'emprunt. Les taux ont beaucoup augmenté, ça a été dit. Je pense que voilà, la marche est haute et ça n'est pas facile. Et il faut effectivement, je pense, beaucoup sécuriser les questions financières. Et c'est là où la Banque des Territoires a vraiment un rôle. Tout à fait, très clair. Donc de l'audace et de l'investissement, c'est bien pris. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, éventuellement pour réagir à ce qui a été dit? Dans le chat, on en voit beaucoup. Vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Siloé et Maxime sont sur le coup. Ils vous sélectionnent quelques questions. On pourra les prendre lors de la séquence questions-réponses. Alors, peut-être des questions dans le public, si vous voulez réagir, poser une question, intervenir. La parole est libre, la parole est à vous. Très bien. Dernière question, peut-être, Madame Claire Guéneuf. Vous, justement, dans votre positionnement, SAM-SPL, auprès de qui vous recherchez de l'aide ? Alors, c'est toujours un collectif, hein, ce genre de projet. Donc, nous avons des partenaires qui sont des partenaires de l'amont, je dirais, hein, des experts qui interviennent sur l'analyse bâtimentaire. Le sujet du calcul de la réalité de la consommation, le sujet de l'analyse des gains attendus, c'est quand même un vrai sujet technique. Aujourd'hui, il y a des gens hein, qui font ça. Il faut s'assurer de la qualité de notre partenariat, de la qualité et de la compétence des gens qui nous accompagnent. On a besoin aussi d'avoir des entreprises, je dirais, de l'aval, hein, du bâtiment, etc., qui soient très mobilisées. La question des compétences, quand même, peut se poser en matière de rénovation thermique, quelquefois. Hein. L'un des objectifs de la SEM et de la SPL, c'est aussi d'accompagner les entreprises là-dessus. On travaille pas mal avec la CCI, avec les organismes de formation. Voilà, parce que ça a été évoqué, demain, il faut qu'on améliore notre capacité d'intervention. C'est compliqué d'intervenir en site occupé et on a besoin d'avoir voilà, des évolutions techniques. Donc, on travaille avec des entreprises du bâtiment, etc. On progresse. Hein. Et puis enfin, le calcul de la performance, il n'est pas évident non plus. Et là aussi, on a besoin d'avoir des bons interlocuteurs. C'est pas toujours facile. Très bien. Alors, j'ai une question. Je passe le micro. S'il vous plaît. Oui, bonjour, Jérôme Locke, je suis économe de flux en ALEC. Je rebondis sur ce que vous dites, Madame Guéneuf, parce que nous, on constate aussi beaucoup le besoin d'accompagnement des communes
à savoir que la performance qui va être écrite sur le papier en sortant de l'audit et celle qui va être atteinte derrière, quand elle n'est pas contrôlée par un marché de performance énergétique, elle est souvent, enfin il y a des écarts qui peuvent être assez forts et toute cette notion de accompagnement des collectivités qui sont pas forcément outillées de techniciens qui sont en capacité de suivre les projets de A à Z avec les notions d'interface entre les différents acteurs et la mise en bonne exploitation et le suivi d'exploitation des bâtiments, c'est un sujet. Maintenant on appelle ça le commissionnement, quoi, mais en gros l'accompagnement sur toute la durée et sur toute la longueur du projet. Si on n'est pas investi comme peut l'être Monsieur le Maire sur son projet avec un regard porté de très près sur toutes les étapes, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il y a un gros travail en termes d'accompagnement, de financement d'accompagnement qui est vraiment pas négligeable aujourd'hui pour avoir des projets qui aboutissent à une performance qui est celle qui est espérée au départ. Merci beaucoup. Je reprends le micro. Écoutez, une dernière question pour vous deux, en 1 minute. Si vous avez une question à poser au gouvernement pour lever les freins sur la rénovation énergétique, en 1 minute, qu'est-ce que serait cette proposition ? Vous avez le micro, je vous en prie, Monsieur le maire. Une proposition ou une question au gouvernement ? Vous êtes libre. Une proposition, c'est vraiment... quand on parle des bâtiments, des petites communes comme la mienne, on a une marge financière très faible. Pour vous donner une idée, ici on fait un projet à 3,6 millions. J'ai une capacité d'autofinancement de l'ordre de 130 000 € par an. Donc derrière, comment on y arrive ? On y arrive parce que c'est ce que je dis, c'est beaucoup de volontarisme, mais c'est aussi beaucoup de temps à aller chercher les subventions au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la communauté de communes qui nous aide aussi, au niveau de la Banque des territoires pour monter le dossier, pour aller chercher un prêt à un taux intéressant. Et tous ces intervenants, c'est extraordinaire. On veut financer le même projet, on écrit au moins 5 dossiers différents, parce que chacun a des critères différents. Et donc, il faut présenter les choses sous un angle différent. En gros, vous avez une scène, mais il vous faut 5 appareils photo différents pour aller montrer la scène qui colle bien à chacun des critères de chacun des partenaires. Mais derrière, c'est le même bâtiment qu'on fait. Et donc, si on veut aider les petites communes déjà à aller chercher les 80% de subventions, etc., il faudrait qu'il y ait quand même à un moment, même s'il y a la libre administration des collectivités, etc., mais je pense que l'État a un rôle pour fédérer l'ensemble des partenaires financiers et dire, ben voilà, il y a une commune, elle fait un dossier une fois. Et derrière, on va voir, tiens, on se partage la part du gâteau finalement, qui met combien sur la table, quelle part mettons, quelle part met l'État, quelle part met le département, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on a un projet, et puis il faut aller dans les réunions, il faut aller chercher les numéros de téléphone, etc., aller vendre le projet, appeler la presse, parce que je vous avoue que quand on fait des briques en terre crue, ça intéresse quand même, et derrière, on y va comme ça, on met un peu de pression, on dit, t'as vu, l'État a mis 1 million, tu pourrais, avec tes 500 000, tu pourrais peut-être mettre un peu plus quand même, etc. Et on y va comme ça. Mais ça demande énormément d'énergie. Et aujourd'hui, comme on a aussi nos 20% à mettre quand même, qui n'est pas négligeable, hein, vous parliez de l'investissement pour les écoles. Pour vous donner une idée, j'ai un budget de fonctionnement 1,8 million sur ma commune. J'ai 250 enfants scolarisés, c'est 3 000 € par enfant par an, l'école, en termes de fonctionnement, d'investissement dans les bâtiments, etc. Donc, ces 250 enfants par rapport aux 2300 habitants, on met beaucoup d'investissement dans la jeunesse, et c'est extrêmement important de toute façon, puisque la jeunesse, c'est investir sur la jeunesse, c'est investir sur le futur. Mais donc, on a besoin d'aide là-dessus. Aidez-nous à faire un seul dossier, un guichet unique. Par exemple, l'ADEME, j'ai l'ancien directeur général, je vais en profiter quand même. J'ai écrit à l'ADEME il y a 1 an pour demander de l'aide. Alors, je reçois de la pub. Tous les 15 jours, je reçois de la pub de l'ADEME, etc. Mais j'ai toujours pas la réponse à ma question.
Et il n'y a pas de guichet pour les collectivités territoriales pour rentrer à l'ADEME. Et ça, c'est dommage. On a en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est pas facile d'accès. Bon, on aura peut-être les réponses là-dessus. Madame la directrice, je vous en prie. En 1 minute. Ben moi, je vais rajouter une couche sur ce que dit Monsieur le maire. Je souscris complètement et je pense que d'une manière générale, on aurait besoin d'un petit peu de stabilité dans les subventions offertes. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que les élus ont le sentiment d'une part que les subventions, c'est un maquis et d'autre part que c'est extrêmement fugace. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent. On a eu des opportunités de financement qui, en fait, ne restent pas forcément. Et donc, une certaine stabilité, parce que c'est long de monter un projet de rénovation lourde. Au moment où on discute, Monsieur le maire l'a montré tout à l'heure dans son diapo, on commence par se réunir, on commence par discuter, on commence par monter le projet. Et bien, dès ce premier moment où on a une première phase d'élaboration du projet, qu'on puisse compter sur les subventions, et se dire que ce sur quoi on calcule aujourd'hui, c'est bien ce qu'il y aura demain. Il y a suffisamment d'incertitudes, ne serait-ce que sur le volume des travaux et sur les taux d'emprunt, pour qu'au moins on puisse fiabiliser les subventions. Et ça, je crois que c'est une vraie attente. Très bien. Vous ne le voyez pas, Madame la directrice, mais je crois que dans le public, beaucoup de personnes sont assez d'accord avec vous. Merci à tous les deux. On va pouvoir passer à la séquence suivante. Je vous en prie. Merci. Alors, je vais inviter sur le plateau nos partenaires. Allez-y, je vous en prie. Solène, Mathias, Thomas. Alors, merci à vous trois d'être là. Alors, une petite question pour vous, Mathias. Donc, vous êtes chargé de mission en charge d'Acté. On a beaucoup de liens ensemble avec EduRénov. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu plus précis sur la nature de notre partenariat ? Oui, en effet. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, je représente le programme Acté qui a été créé en 2019 avec seulement 10 millions d'euros, seulement entre guillemets, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 3e phase du projet, donc la phase Acté+, qui a 220 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation énergétique. Et c'est dans la phase avant travaux. Aujourd'hui, nous avons lancé le fonds Chaîne qui vise à accompagner les collectivités sur notamment 5 actions bien différenciées, donc notamment le financement des économes de flux, des outils de suivi de consommation, des audits énergétiques qui sont indispensables pour diagnostiquer le patrimoine, des études de maîtrise d'œuvre et enfin de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc pour les collectivités qui auraient des besoins spécifiques dans le cadre de leur rénovation. Aujourd'hui, dans le cadre d'EduRénov, nous sommes ravis déjà de ce partenariat, nous avons conjointement mis en place 3 bonus financiers sur 3 thématiques, donc notamment pour les économes de flux, qu'on appellera économes de flux bâti scolaire, c'est-à-dire des économes de flux qui auraient 2/3 de leur temps dédiés spécifiquement au bâti scolaire, tant l'enjeu est important. Et on bonifierait du coup de 25%, on irait jusqu'à 80% de financement pour ces postes. Ensuite, pour les audits énergétiques destinés spécifiquement au bâti scolaire, on irait jusqu'à 80% de financement, donc avec un bonus financier de 30%. Et enfin, sur de la maîtrise d'œuvre. Alors pour la maîtrise d'œuvre, on a un calcul qui est relativement différent. On fonctionne par un forfait au mètre carré. Donc le plancher, c'est 35 € par mètre carré. Et grâce à la Banque des Territoires et à ce cofinancement, nous pouvons mettre 5 € supplémentaires, donc 40 € par mètre carré. Et pour la spécificité, en tout cas la maîtrise d'œuvre, c'est une spécificité pour nous, c'est-à-dire qu'elle est éligible à plusieurs bonus, parce qu'on a un bonus notamment pour les communes rurales et aussi pour les communes qui viennent des départements et régions d'outre-mer. Un cas concret pour les réalisations d'Acté. Nous avons été en juin dernier dans la collectivité de Gignac-Lanert, c'est une ville de moins de 10 000 habitants, qui est suivie par Acté depuis plusieurs années maintenant et elle a bénéficié du coup de l'accompagnement d'économes de flux qui a été nécessaire du coup pour la bonne réalisation de son projet et également d'audit énergétique. Et grâce à ça, leur école maintenant est sortie, en tout cas a fini d'être rénovée, elle est performante, elle a été ouverte du coup aussi pour les enfants pour la rentrée 2023.
Donc nous sommes ravis en tout cas de collaborer avec vous et nous sommes également convaincus que la mise en place de ces nouveaux bonus pourront aider de manière substantielle les collectivités dans leurs projets, et ce jusqu'à 2026, la deadline pour Acte+. Très bien, merci beaucoup Mathias. Si vous avez des questions, gardez-les bien près de vous. Et puis surtout pour ceux qui sont connectés en ligne, j'imagine que beaucoup d'élus peut-être, ou si vous êtes en collectivité, si vous vous connectez de votre bureau, si vous avez des questions à poser à nos experts, vous les avez sous la main. Donc préparez-les. À la fin de cette séquence, Siloé et Maxime pourra nous transmettre quelques questions pour réagir. Merci beaucoup Mathias. Alors bonjour Thomas, pareil, petite question pour vous. Vous allez nous présenter un peu plus Subzen. Imaginons que je sois élu, je suis maire d'une ville, je sois responsable technique ou à la direction de l'éducation d'un département ou en région, et je m'intéresse à l'outil Subzen. Comment Subzen peut m'aider dans mes démarches de rénovation? Dites-moi. Bonjour à tous et merci Léla de me donner l'occasion de pouvoir parler de Subzen. Subzen, c'est quand même, je pense, un peu un ovni dans un établissement bancaire. La Banque Postale est, à ma connaissance, la seule banque à proposer un accompagnement comme celui-ci en interne, qui part d'un double constat, en fait, qui est particulièrement tourné vers les collectivités locales, mais qui concerne finalement tous les acteurs locaux, donc c'est-à-dire aussi les autres typologies, EPL, bailleurs sociaux, hôpitaux publics. Mais pour le moment, en tout cas, particulièrement les collectivités, parce que nous pensons que le plus gros besoin est dans les collectivités, et c'est celui de la baisse des marges de manœuvre financières, notamment que subissent les collectivités particulièrement depuis le début des années 2010, avec en parallèle, on l'a déjà un petit peu évoqué, les dépenses contraintes qui augmentent de façon très forte, et particulièrement les dépenses énergétiques récemment, qui participent aussi de cette envie très forte que moi je partage avec ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a effectivement une vraie envie d'entrer dans la transition écologique pour les collectivités. Et en face, donc le levier subvention qui devient probablement beaucoup plus stratégique qu'il ne l'était il y a encore quelques années, et qui quand même est de plus en plus complexe à mettre en œuvre, à optimiser, par les lourdeurs qui ont été évoquées par exemple, par le nombre de financeurs, par les questions de connaissance des dispositifs, de calendrier très souvent, puisque effectivement ça s'inscrit de plus en plus dans des appels à projets, dans des appels à manifestation d'intérêt. Voilà, et partant de tous ces constats-là, on s'est dit qu'il y avait effectivement un vrai besoin d'accompagnement, notamment pour les collectivités, pour s'y retrouver dans cette donne qui bien souvent, les collectivités qui bien souvent manquent de temps, de connaissances, de technicité, ou d'un peu tout ça à la fois, de ressources dédiées, pour pouvoir se tirer son épingle du jeu. Donc notre idée, c'est de pouvoir accompagner avant tout ces acteurs-là, et les aider à optimiser le plan de financement de leurs opérations. Donc de ne plus seulement les accompagner, si je peux dire, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même très important, bien sûr, sur la question de l'emprunt. Et le tout donc dans la logique de notre positionnement de BFI, de Banque de financement et d'investissement citoyenne, engagée d'ailleurs dans la transition écologique aussi. Alors Subzen a été pensé comme une mission d'accompagnement qui doit être complète, parce que une collectivité peut avoir des besoins du début à la fin du cycle de vie d'une subvention. On l'a dit, c'est complexe, ça peut être long aussi. Donc on a pensé à 3 briques fondamentales, les étapes de veille et de recherche, de montage et de suivi-gestion. Veille aussi, j'insiste sur l'étape de recherche, parce que dans ce domaine, encore plus que dans d'autres, certainement, savoir c'est pouvoir. Je l'ai dit, il y a des opportunités comme ça qui se font jour régulièrement, presque pas quotidiennement, mais pas très loin finalement, et avec des informations qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Et puis aussi, effectivement, effectuer des recherches beaucoup plus ciblées sur les projets d'investissement qu'on va pouvoir accompagner. Les étapes de montage ensuite qui suivent, qui sont tout aussi cruciales, parce qu'il faut pouvoir répondre dans les temps, il faut avoir le dossier qualitatif. On est dans des exigences qualitatives aujourd'hui de plus en plus fortes. Quelquefois, on ne retient que les meilleurs dossiers, donc il faut aussi pouvoir avoir des dossiers de très grande qualité qui répondent aux critères d'éligibilité, et assurer aussi tout ce qui est suivi, envoi, suivi d'instruction, c'est extrêmement important. Et au-delà de ça, après la notification aussi, on a pensé qu'on devait proposer un service
Pour les subventions qui sont les plus complexes en particulier, et là je pense évidemment au fonds européen, puisque au moment de la contractualisation, on est quand même encore qu'au début. Et le tout, l'idée aussi, c'est de pouvoir accompagner sur l'ensemble du spectre disponible, y compris d'ailleurs sur les subventions d'origine privée, comme peuvent l'être l'ACTE ou celle des fédérations sportives ou de la Fondation du patrimoine, par exemple. Les collectivités, aujourd'hui, elles regardent tout azimut. En termes de projets, nous, ce qu'on constate aussi sur le terrain, ce qui est un peu dans la pole position des thématiques, à la fois des thématiques porteuses et des projets qu'on va retrouver en premier dans ceux qui sont portés par les clients que l'on accompagne, ce sont ceux qui sont liés à la transition écologique et énergétique. Oui, les collectivités sont entrées de plein pied dans cette question de la TEE, mais les investissements sont colossaux, ils le savent, ils le disent d'ailleurs, et il y a des études qui le prouvent encore aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit aussi renforcer, je comprends très bien ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, simplifier et renforcer aussi le montant des aides qui sont disponibles, parce qu'il y a des questions de plafond aussi très souvent qui se posent sur les subventions. On ne le dit pas assez. Ça peut limiter les capacités à obtenir des financements. Nous, dans les projets qu'on accompagne, on a beaucoup de rénovation du bâti, et particulièrement effectivement du bâti scolaire, mais de l'ensemble aussi du patrimoine des collectivités. Les friches également, la transformation des friches, puisqu'on entre aussi dans les questions de ZAN aujourd'hui dans les collectivités. Ou alors les grands projets de gestion des déchets, puisque le déchet, c'est aussi un des grands marqueurs de la transition écologique, avec des obligations réglementaires qui vont entrer. Les autres thématiques qui sont portées par les collectivités correspondent plus à à des compétences assez traditionnelles qu'on retrouve de proximité, notamment autour du sport en particulier, mais là aussi on va retrouver la dimension transition écologique, avec la rénovation des équipements sportifs quand même en priorité, peut-être plus que de la création, et aussi toutes les questions autour de l'éclairage. On n'en parle pas, mais ça fait pas encore du moins, mais ça fait encore complètement partie de ces dimensions-là. Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la santé, de l'économie, l'attractivité économique, le tourisme là encore durable pour les collectivités qui sont les plus concernées et dont le secteur économique repose, la santé économique repose aussi beaucoup sur le tourisme, avec des projets de revitalisation de centres-villes ou villages, d'animation commerciale ou de tourisme durable, comme je viens de le dire, que ce soit maritime ou terrestre ou montagneux. Voilà. Assez rapidement, hein, c'est très... Très rapide et très clair. Très bien. Bon. Tant mieux, merci. Subzen, si on doit retenir une chose, c'est savoir, c'est pouvoir. Si vous me confirmez. Alors, je laisse la parole à Solène désormais. Je vous le disais en introduction, à la Banque des Territoires, en interne, on a aussi des personnes qui sont très mobilisées, fortement concernées par les sujets de rénovation énergétique. Donc, je vais laisser la parole à Solène. Solène, vous portez un projet sur long terme qui s'appelle Edupré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis peut-être les collectivités qui nous regardent, qui nous écoutent, comment elles peuvent y accéder? Bonjour Lila, bonjour à tous. Effectivement, à la Banque des Territoires, on peut vous apporter une solution de financement qui s'appelle l'offre Edupré. Donc, que vous soyez représentant des collectivités territoriales, que vous fassiez partie d'établissements publics ou même de sociétés comme les CEM ou les SPL, on peut vous accompagner pour vos projets de travaux de rénovation, comme les projets de construction d'écoles. Et la seule chose qui va différencier les opérations, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est qu'on va bonifier les taux d'intérêt des projets qui sont énergétiquement performants, que ce soit pour la rénovation et la construction. Donc là, aujourd'hui, on se réunit dans le cadre du programme EduRénov. Donc je vais vous présenter l'Edupré Rénovation Performante. Passer la slide. Merci. Donc, l'objectif premier, c'est de favoriser la rénovation des établissements éducatifs. Les 3 sous-objectifs sont sociaux, donc améliorer le confort thermique, quelle que soit la saison,
Comme on voit avec le changement climatique, les saisons peuvent durer un peu plus longtemps. Donc il y a un gros sujet sur le confort thermique pour les usagers et pour favoriser une éducation de qualité. Après, les deux autres enjeux, ce sont des enjeux environnementaux et économiques pour améliorer les gains énergétiques, lutter contre les passoires thermiques, lutter contre les gaz à effet de serre, améliorer les factures d'énergie. Et donc on peut vous proposer cet EduPrêt de la crèche jusqu'à l'université, quelle que soit l'infrastructure liée à l'éducation. Donc on finance aussi les projets de cantine, de gymnase, tout ce qui est infrastructure périscolaire. Et notre condition, c'est d'avoir 30% de gains énergétiques après travaux. On peut faire des prêts à taux variable sur livret A plus 0,4%. Donc, c'est des prêts qu'on propose de 20 à 60 ans en fonction de la durée de votre projet. On adapte les maturités en fonction de votre projet. Et on propose aussi du taux fixe. Et là, de 15 à 40 ans, on a la chance de travailler avec la Banque européenne d'investissement qui propose des prêts sur plus court terme, donc à partir de 15 ans. Pour vous donner un petit exemple, en ce moment, on est en pleine réhabilitation de l'école André Boissière. On a fait ce prêt l'année dernière, en juin 2022, et là, l'école est en travaux. Il y avait un gros sujet d'isolation de l'école parce que c'est une école qui date des années 1800. Il y a eu des travaux de rénovation en 1954, donc ça date un petit peu. Et donc, il y a un diagnostic qui a été établi et des gains énergétiques de 74% qui sont attendus. Le prêt est à 1 million d'euros sur 2,5 millions d'euros au total. Et il y avait des gros sujets de désamiantage d'une partie des locaux, de débitumisation de la cour d'école pour assurer plus de végétalisation, le remplacement des menuiseries. Et voilà, l'isolation intérieure et extérieure du bâtiment, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est un prêt qui va durer 20 ans. Et qui a été fixé à taux fixe pour compléter la dotation de soutien à l'investissement qui a été attribuée au projet. Et pour finir, pour que vous ayez un panorama complet, on fait aussi des offres sur la rénovation sans la condition des 30% de gains énergétiques. Donc par contre, on peut passer à la slide suivante. Ouais. Ouais. On propose aussi des taux un peu moins bonifiés à TLA plus 0,6 pour la rénovation sans gain énergétique. Et pour la construction, c'est pareil. Si la construction respecte la RE 2020 ou la RT 2012 avec une surperformance de moins 20% sur 2 indicateurs et moins 30% sur un des indicateurs qui est le BBio et le CEP, on peut financer au même taux que celui que je viens de vous présenter, à TLA plus 0,4 pour tous vos projets, voilà, de la crèche jusqu'à l'université. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets de construction, de rénovation de vos établissements publics, on est là pour vous accompagner. Donc vous pouvez contacter votre direction régionale respective de la Banque des Territoires et on étudiera le projet avec vous pour vous proposer la solution de financement adaptée. Merci beaucoup Solène. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous me dites. Profitez-en, hein. Vous avez vraiment un panorama de ce qui peut se faire en matière de financement. Hop. J'ai une petite question sur Subzen. Par rapport aux conditions d'accompagnement, il y a des conditions que les collectivités doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'offre? Alors non, absolument pas. Je pense que à partir du moment où on a un projet d'investissement qui représente un montant d'envergure pour une collectivité, sachant qu'un montant d'envergure peut être différent selon la taille de la collectivité, je pense que ça peut faire sens de faire appel à Subzen, puisque c'est quand même une solution qui a un coût, donc forcément il faut qu'il y ait derrière un intérêt à faire appel à cette solution, mais je trouve qu'il n'y a pas de règles en la matière, quoi. C'est-à-dire que pour une grosse collectivité, on va pouvoir estimer que c'est peut-être à partir de 500 000 €. Pour une collectivité moins importante, ce sera de l'ordre de 100 000.
Et le coût pour la collectivité? Alors, c'est un coût qui varie en fait selon ce qui est sollicité. Nous, en termes de modèle tarifaire, ce que nous préconisons, c'est un modèle au forfait, puisqu'il apparaît que c'est le modèle potentiellement le plus juste, plutôt qu'un modèle à performance qui rémunérerait un résultat, mais qui souvent, en tout cas c'est ce que nous avons constaté sur le marché, peut se révéler un peu exorbitant par rapport au travail effectivement réalisé. Et donc ça, c'est en fonction du nombre de briques que la collectivité souhaite souscrire, à laquelle elle souhaite souscrire, le nombre d'opérations, effectivement, et la complexité aussi de cette opération. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, j'ai quelques questions sur le chat, sur Teams. Vous êtes vraiment très nombreux à réagir. Vous êtes même certains à vous répondre les uns aux autres. Donc, vous partagez les expériences et les informations. C'est vraiment très bien. Alors, j'ai 3 questions pour vous, Mathias, sur Acté. Je vous les pose comme ça et vous ferez le choix de répondre l'une à l'autre ou vous ferez une réponse un peu plus collective. Alors, Quentin se demande si les subventions de chaîne Acté+ sont complémentaires avec les autres subventions, notamment celle d'ADEME. Est-ce que toutes les communes peuvent bénéficier de votre programme Acté? Est-ce que les régions, est-ce qu'il y a une limite de taille, etc. Une dernière, toujours sur Acté, c'est une information d'Aline qui tient à préciser que l'accompagnement à la mobilisation de subventions est déjà réalisé par Acté, manifestement. Donc, c'est chose faite. Je vous laisse la parole, Mathias. Oui, alors les subventions sont complètement cumulables dans un seuil de 80%, et nous on demande une attestation, une lettre, une attestation qui prouve que voilà, il y a quand même un organisme qui subventionne également dans la limite du coup des 80% qu'on impose. Ensuite, la deuxième question, c'était sur la complémentarité. oui, c'était sur les communes, toutes les communes, la taille toutes des les communes, les oui. tailles, etc. Alors en effet, oui, toutes les communes sont éligibles, bien entendu, à Acté. Et d'ailleurs, on met en place beaucoup d'accompagnement pour que même les communes rurales puissent candidater. C'est pourquoi on fonctionne d'une manière bien spécifique. On pousse les communes à la mutualisation, notamment auprès de leurs EPCI, leurs syndicats, ou même leurs départements. En tout cas, plusieurs typologies sont possibles en tant que coordinateur de groupement, pour que toutes les collectivités puissent être accompagnées. Donc on est bien conscient du fait qu'il est difficile aujourd'hui de solliciter des aides, tant par rapport à la technicité également des projets. Du coup, on incite au partage finalement des connaissances, au partage des retours d'expérience et au partage des compétences notamment, parce que c'est généralement au niveau des coordinateurs de groupement que vont les économes de flux, et qui accompagnent du coup les membres de ce groupement composé de différents types de collectivités, EPCI, petites communes, en tout cas communes urbaines, etc., pour du coup une meilleure en tout cas mise en application des projets. Merci Mathias. Une autre question toujours sur le chat. Peut-être une question qui pourrait vous concerner tous les 3 ou tous les 2. Sur les économies d'énergie, certaines collectivités affichent des économies allant jusqu'à 80%. Selon vous, dans ce que vous avez déjà accompagné, est-ce que c'est un objectif qui est réalisable? Est-ce que c'est un objectif qui est pour vous assez récurrent? Ou alors vous rencontrez des objectifs qui sont beaucoup plus modestes mais beaucoup plus réalisables? Là-dessus, qu'est-ce que vous en dites? Nous, on s'occupe principalement de la phase avant travaux, donc il y a beaucoup de volonté de la part des collectivités, moins 40%, moins 60%. Donc nous, on incite aussi à ce qu'il y ait les meilleures ambitions, et on incite aussi à ce que tous les pans des objectifs de réduction de consommation soient abordés, notamment la question de la sobriété. Donc je l'ai pas abordé tout à l'heure, mais on finance notamment, et on pilote et on finance les programmes CUBE, qui sont des championnats d'économie d'énergie. Là, on a un objectif pour jusqu'à 2026 d'avoir 800 établissements dans le championnat, et on garantit en une année déjà 12% d'économie d'énergie avec une pérennisation des actions. Et du coup, pour l'instant, on ne peut pas, les collectivités qui candidatent auprès d'Acté ne peuvent que témoigner des engagements qu'elles veulent prendre, et nous, on est là pour les accompagner du coup dans la réalisation effective de ces ambitions. Merci. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Madame la directrice tout à l'heure l'a dit, à Brest, par exemple, c'est un peu plus compliqué qu'en Provence, où on a des amplitudes thermiques qui sont beaucoup plus importantes. Ça dépend aussi, bien sûr, du type de bâtiment duquel on part.
et du système électrique, du système d'isolation, etc. Est-ce qu'il était performant? Et peut-être aussi de la solution finale que l'on prend. Je pense que celle qui a été évoquée tout à l'heure par monsieur le maire sur le bois paille est particulièrement vertueuse et performante en termes de résultats, quoi. Et voilà, ça dépend certainement, je pense, de tout un ensemble de facteurs, mais de toute évidence, ça reste un objectif ambitieux quand même, 80%. En effet. Solène? Je rejoins Thomas. Effectivement, c'est un objectif qui est plutôt ambitieux dans les projets que je vois. 80%, c'est quelque chose qui ne s'atteint pas fort facilement. Et ça dépend effectivement beaucoup des territoires, parce qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes enjeux à La Réunion qu'à Brest ou à Lille. Donc, il y a un vrai sujet pour lutter contre les passoires thermiques et favoriser les gains énergétiques pour lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, plus le projet est ambitieux et va atteindre les 80%, c'est mieux. Mais là, notre objectif, c'est déjà en 2030 atteindre pratiquement sur tous nos projets les 40% pour améliorer tout le parc d'établissements publics. Très bien. Très clair. Nous avons d'autres questions sur le chat, mais on les garde bien précieusement. Pendant la séquence questions-réponses, on ne vous oublie évidemment pas. Une dernière question pour vous trois, un peu comme tout à l'heure avec monsieur le maire et madame la directrice, mais cette fois-ci à destination des collectivités. Si vous avez une question à leur poser, vous qui les sollicitez et qui avez vocation à le faire, est-ce qu'il y a un frein, quelque chose que vous ne comprenez pas concernant leurs attentes, leurs demandes? Si vous avez cette question à leur formuler, qu'est-ce que ce serait? Qui veut commencer? Est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai peut-être une question qui me vient à l'esprit, parce que du coup, moi, je travaille à la Banque des Territoires, mais je suis pas commerciale au quotidien du coup sur les territoires auprès des collectivités. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui peut vous aider à avoir recours à un prêt et quelles questions vous vous posez avant de vous tourner vers la solution des prêts. Comment on peut vous aider au mieux dans notre offre financière pour financer vos projets, vous accompagner et arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà. Très clair. Merci Solène. Thomas, Mathias, peut-être, qui veut commencer? Moi, j'aurais surtout un conseil à leur donner. Je retourne un peu la question, mais disons que notre objectif, c'est que, en tout cas pour réaliser des bons projets de rénovation énergétique, la principale chose à faire en premier, c'est d'identifier son parc et grâce aux audits énergétiques, grâce à ce qu'on peut financer d'ailleurs, et du coup ça leur permettrait de déjà hiérarchiser les problématiques et bien orienter du coup leurs principaux objectifs. Et après on parlait tout à l'heure des 80% d'objectifs, etc. Et avec la réalisation de diagnostics sur un patrimoine, on peut avoir en tout cas des données qui sont fiables, des perspectives qui sont fiables, des objectifs fiables, notamment par rapport à ces réductions de consommation, pour pas qu'ils aient de surprise finalement à la finalité du projet. Donc voilà, nous ce qu'on conseille, c'est vraiment connaître son patrimoine. Connaître son patrimoine. Et c'est malheureusement pas le cas dans beaucoup de collectivités. Très bien. À vous, Thomas? Moi, oui, une dernière chose. Alors, étant moi-même un territorial, je suis un fonctionnaire territorial à la base qui suis en détachement actuellement à la Banque Postale, mais donc je connais les collectivités aussi de l'intérieur. Je rejoins la question de la connaissance et peut-être plus généralement je crois que ce qui est vital en fait vraiment dans ces opérations-là, c'est l'engagement, c'est le fait que les projets soient incarnés, en particulier là, comme dans le cas de Monsieur le maire, par un élu volontariste qui va faire qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Le fonctionnement des collectivités, les élections, etc., ce sont des choses qui peuvent mettre à mal justement un engagement sur la durée. Donc c'est important en gros d'arriver déjà à incarner ce projet et puis à mettre en place les process ou les procédures qui vont permettre de s'assurer de sa réalisation dans le temps et de sa durabilité. Voilà. Ok, très bien. Vous avez compris, cette question n'est pas anodine, parce que sur le chat, nous avons beaucoup de collectivités qui sont connectées. Donc, si vous avez des réponses à apporter à Solène, si le conseil de Mathias sur connaître son parc vous interpelle et sur la sécurisation du financement également, n'hésitez pas à réagir, on prendra vos remarques et vos réponses. Eh bien, merci à vous trois.
On va pouvoir passer à la séquence suivante. Je vous remercie, vous pouvez reprendre vos places. Alors, je prends la parole un instant pour vous parler d'un enjeu qu'on rencontre avec EduRénov. Donc, on lance un appel à manifestation d'intérêt. Donc, on cherche des projets, des idées innovantes. Donc, il n'y a vraiment pas de limite à l'innovation. Il n'y a aucun frein à l'imagination. Donc, nous, notre enjeu, c'est de qualifier, c'est d'abord identifier, de qualifier un certain nombre de projets qui soient le plus massifs possible. Donc, on a un objectif pour ça. On veut rechercher 1000 projets dans les 3 mois. Donc, 1000 projets dans les 3 mois. Et évidemment, on n'a vraiment pas d'idée préconçue. Vous pouvez utiliser les data, vous pouvez utiliser la communication, la technologie, votre réseau. C'est complètement libre. Et donc, on va s'en parler lors d'un webinaire le 2 octobre qu'on va lancer très prochainement. Je vous remercie. Je vais prendre maintenant un mot de Nicolas Turca pour conclure, avant de prendre peut-être des questions d'abord. Je prends les questions. Okay, on va prendre les questions ensemble. Est-ce que dans le public, vous voulez interagir? Est-ce que vous avez d'autres questions que vous n'avez pas encore posées, que ce soit sur le temps introductif, le retour d'expérience ou le point avec nos partenaires, nos experts? Je vous laisse la parole. Alors peut-être que sur le chat, on avait des questions de mémoire sur notamment le périmètre de ce qui est éligible ou pas sur EduRénov. Je me suis permis, j'ai vu ces questions-là tout à l'heure, sur des bâtiments anciens qui parfois nécessitent une démolition. Donc oui, c'est éligible. On est dans une logique, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ZAN, quelque part. Donc on va éviter de construire sur des nouveaux terrains. Donc à partir du moment, par contre, où il y a une démolition sur le site existant, oui, on pourra prendre en charge dans le cadre d'EduRénov, démolition, reconstruction. On peut également prendre en charge les extensions, comme d'ailleurs c'est le cas de Gomini. On n'a pas mis d'ailleurs de pourcentage d'extension, enfin on est en train de réfléchir, je sais que c'est des critères qui parfois peuvent rentrer. Mais voilà, aujourd'hui on est assez souple même sur un certain nombre de critères. J'ai eu le cas là, hier encore d'un institut médico-éducatif. Oui, on va aussi les prendre en compte. Donc voilà, les PMI par exemple aussi qui ne dépendent pas forcément de la collectivité et qui plutôt au niveau du département. Donc il y a beaucoup de cas très différents. Voilà, les cantines scolaires seules, enfin ou les restaurations seules, c'est faisable également. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut appuyer. Et alors juste un dernier point quand même sur la partie renaturation de cours. C'est un grand sujet récurrent aujourd'hui. Il va y avoir des annonces, j'espère, dans les minutes qui suivent et dans le dossier de presse qui viendra. Il y a des annonces notamment sur le futur fonds vert et qui a déjà été annoncé par le président de la République sur les 500 millions d'euros supplémentaires qui seront rajoutés et qui devraient prendre en charge aussi, et devrait y avoir une rubrique spécifique normalement sur la renaturation des cours, mais je laisserai le gouvernement faire ces annonces. Nous, par contre, on intègre le financement évidemment de la cour, en tout cas de la prise en compte de cette problématique-là, à partir du moment où il y a la rénovation thermique du bâtiment. C'est un ensemble à ce moment-là, et c'est un projet d'établissement dans son ensemble, voilà, y compris des accès PMR, des choses comme ça. Évidemment, on prend l'ensemble des travaux à ce moment-là qui sont soumis, tant que, en effet, le bâtiment, comme l'a exposé tout à l'heure Solène, tant que le bâtiment génère des économies d'énergie. Concernant les Outre-mer, c'est spécifique, et là je vous invite à avoir des discussions avec les directions régionales. Je pense à celle de la Réunion ou Antilles-Guyane, évidemment.
Merci Nicolas. Alors on va prendre quelques questions sur le chat et ensuite je prendrai votre question, monsieur, dans le public. Il y a une question sur l'ingénierie. Nicolas, tu pourrais peut-être nous répondre. Une personne qui nous demande s'il y a un financement d'ingénierie qui est prévu. En tout cas, il nous demande de financer de l'ingénierie pour les collectivités. Alors le premier conseil, c'est de vous tourner vers le superbe site programme-acté.fr, c'est ça, je crois. En tout cas, tapez dans Google, sinon programme acté. Appel à projet chaîne, puisqu'il y a c'est déjà ouvert et c'est déjà en fonctionnement. Il y a un ensemble de lots, comme a expliqué Thomas, et on le réexpliquera probablement. On fera un webinaire dédié sur l'ingénierie, peut-être ensemble. Enfin, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est contactez-nous directement. Oui, quand vous êtes en périmètre, par exemple, Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain ou des choses comme ça, on a un traitement plutôt accéléré de l'ingénierie aussi. Et puis enfin, dans tous les cas, contactez-nous, on répondra à la question et on peut mobiliser à partir du 1er décembre, normalement, de l'ingénierie aussi en fonds propres, directement auprès de la collectivité territoriale. Et là, pour le coup, ça sera de notre côté. C'est sur une discussion commune avec la direction régionale. Donc je vous incite dans tous les cas à contacter votre direction régionale pour exposer votre projet. Voilà. Il y a tous les contacts en ligne très explicitement. Vous pouvez trouver même les 06 de tous les chargés de développement territorial et les directeurs territoriaux. Donc c'est au niveau à la maille d'un département. Voilà, merci. Donc on a répondu à la question de Philippe. Monsieur, vous avez déjà le micro, je vous écoute. Oui. Alors j'avais juste deux questions. Une première question, juste pour que ça soit très, très clair pour tout le monde. Est-ce que dans le cadre de EduRénov, il y a un objectif obligatoire en termes de clauses contractuelles, en termes d'économie d'énergie, de type 40%, 50%, 60%? On a tourné autour de cette problématique, mais est-ce que de manière très claire, il y a une dimension d'éligibilité liée à un objectif pour obtenir les financements? Deuxième question, juste pour, comme ça, ce sera... Deuxième question, est-ce qu'il y a une dimension, là on entend de plus en plus dans les médias, la dimension bouilloire thermique, passoire thermique, et de fait de l'enchaînement des canicules, et qui s'étendent maintenant sur la période d'enseignement, juin, septembre maintenant, malheureusement. Est-ce qu'il y a une dimension qui est prévue dans EduRénov pour répondre à ce besoin? Alors pour répondre tout de suite à la deuxième question, c'est quelque chose qu'il faut qu'on bosse, la partie confort d'été, hein, c'est ça dont on parle. Alors il y a notamment le sujet en fait qui nous est arrivé là de plus en plus. Je pense à un enseignant qui nous a écrit hier voilà, dans les Pyrénées, où ils ont fait les travaux il y a 7 ans. Et en fait, maintenant, ils ont un problème, ils sont obligés de fermer des fenêtres, ils sont obligés voire d'ouvrir des fenêtres, de réouvrir des espaces. Et donc, ils veulent retravailler sur le confort d'été du bâtiment, d'accord? Parce que là, pour le coup, on est sur une bouilloire thermique, en effet. Donc, on a ce sujet-là, en effet. On a un sujet également, et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là, sur la qualité de l'air, évidemment, qui est quelque chose d'important et qui est une réglementation qui est en cours. On va essayer de promouvoir aussi, dans le cadre d'EduRénov, dans le cadre de la charte, des repères par rapport à ce sujet et rappeler un ensemble d'éléments sur ça, y compris parce que c'est des projets de qualité. Voilà, j'insiste sur ce point-là. La première question par rapport aux 40%, on n'est pas contrôleur. Je suis pas... on n'est pas évaluateur. Nous, ce qui importe, c'est un programme d'accélération et d'accompagnement des collectivités et des projets à mûrir, un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'a exposé Mathias. C'est d'emmener les gens vers l'objectif de 40% d'économie d'énergie, parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Et voilà, donc nous, on cherche avant tout à sonder l'intention. C'est d'ailleurs la consigne quelque part qu'on a donnée, en tout cas la recommandation, et on l'a documenté auprès des directions régionales lorsqu'elles voient arriver des projets, c'est sonder et valider l'intention des 40% d'économie d'énergie. Plus vous avez de documents, mieux c'est. Mais évidemment, il y a des projets en début de naissance de projet. Vous n'avez pas encore fait les audits, vous n'avez pas encore fait tous ces travaux-là. Tout ce qu'on cherche à valider, c'est l'intention, d'accord, et l'ambition du projet. Et là, on vous accompagnera jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Donc non, je ne contrôlerai pas à terme. Ce n'est pas notre rôle de la Banque des Territoires. On n'est pas mandaté par l'État d'ailleurs pour le faire. Une fois
qu'on fait par contre du financement, une fois qu'on passe le cap du financement, donc ça veut dire qu'on a vraiment avancé dans son projet, on va demander des audits énergétiques et il y a un ensemble de documentation en effet qui vont être produites pour valider le financement au taux préférentiel qui a été exposé. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait imaginer un élément complémentaire, un contrat de performance énergétique. Oui. On a vu le cas de Brest tout à l'heure qu'il mentionnait, qui peut tout à fait s'intégrer dans une vision plus globale. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas cristalliser sur les 40%, parce que bon, déjà il y a les écoles marseillaises, il y a La Réunion, il y a les Antilles. J'ai eu encore cette réunion avant-hier. Donc c'est un vrai sujet. Il y a d'autres problématiques qui se dégagent. Et puis on va essayer, je vous dis, je pense, de donner à repérer avec cette histoire de charte et du Rénov qu'on va bosser justement tous ensemble d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Merci Nicolas. Bonjour. Certains d'entre vous ont parlé de volonté, d'engagement, d'incarnation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui constitue... vous cherchez 1000 projets, dites-vous, d'ici les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui constitue, d'après vous, un frein, hormis les aspects financiers, naturellement, les freins qu'auraient les collectivités à ne pas s'engager dans ce type de programme, qui est quand même... à l'heure actuelle, tellement, comment dire ça, tellement une évidence. Donc, qu'est-ce qui, au-delà des aspects financiers, constitue un frein? Donc, peut-être vous, pour Monsieur le maire ou Madame la directrice de la SEM-SPL. Merci. Alors, en frein, le maire, c'est un élu. Donc, il faut qu'il emmène sa population avec ça. Dans les campagnes, on nous demande à ce que ce soit propre sur les trottoirs. Enfin, je veux dire, moi j'exerce un métier sur le côté parce que c'est pas mon indemnité de maire qui va me permettre de vivre. Donc, je veux dire, on a plein de choses à traiter. Là. Depuis tout à l'heure, je reçois des SMS. Il faut que je réserve des manches debout pour la semaine prochaine. Enfin, il y a plein de choses qui préoccupent la population, la sécurité. Cette nuit, il y a eu un accident dans le village. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis, il y a des projets de fond où on sent qu'on a une responsabilité pour l'avenir de notre commune, où on dit aux gens, il y a un moment, oui, je ne vais pas pouvoir faire votre route cette année, parce qu'il faut absolument qu'on fasse ce projet pour pouvoir ensuite faire des routes, parce que sinon, on n'aura même plus les moyens de payer le chauffage dans l'école, etc. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire au niveau de nos populations, de nos habitants, pour leur expliquer les enjeux et essayer d'être didactique en disant, voilà, on fait des choix stratégiques d'aménagement du village. Oui, moi j'ai 40 km de route à entretenir, dont 37 communales. Il faut faire des choix tous les ans. Et donc, il faut vraiment essayer d'expliquer ça. Et quelquefois, on pourrait dire, on le fera le mandat d'après, parce que ce genre de projet, il faut le lancer tout de suite. Parce que derrière, vous le disiez tout à l'heure, on est dans un rythme, tous les 6 ans, on retourne devant les électeurs, et tous les 6 ans, il faut se justifier, et il faut expliquer des choses, etc. Et donc, il y a une dynamique où, effectivement, ici, par exemple, pour les subventions, ça fait 3 ans que je demande des subventions pour ce projet-là. Alors, parce qu'on m'a dit, c'est plafonné. Vous l'avez dit tout à l'heure, la subvention est plafonnée. Revenez l'année prochaine, monsieur le maire, avec une phase 2. Donc en fait, je fais un bâtiment, mais je fais 3 phases sur le bâtiment, 3 années de subvention. Et ça veut dire que quand j'ai pris la décision d'y aller, j'avais 20% de mes subventions acquises, avec des engagements dans le blanc des yeux, avec différents interlocuteurs. Avec, du coup, j'ai pris un prêt un peu plus gros que ce que je n'avais besoin pour sécuriser la perte éventuellement d'une subvention avec la Banque des Territoires. Et donc, ce sont des projets où il faut aller très vite dès le départ, dès le début du mandat. Et puis après, on tombe, c'est la réalité des choses. C'est, au bout d'un moment, on peut pas lancer un projet comme ça à 2 ans d'une élection. C'est pas possible, en fait. Et donc, derrière, il y a cette séquence-là qui est la réalité de notre société, de la vie politique, mais c'est comme ça, c'est la démocratie. Et oui, il faut bien... le calendrier est extrêmement important, en fait. Ok, merci. Merci. Alors, je crois qu'on arrive au bout, parce qu'on a un confirmez problème de temps. Écoutez, on va... Dans ce cas-là, dites-moi.
Non, et accessoirement, à 11h, j'expose à l'ensemble, au réseau de l'Association des maires de France, ruraux de France, pardon, l'AMRF, le programme. Mais en effet, on a dépassé un petit peu le temps, je crois, hélas. Mais c'était intéressant. Écoutez, en tout cas, merci pour votre accueil ici dans le Hub et merci à tous d'être venus, que ce soit en présentiel ou à distance. On veillera à répondre aux questions qui sont sur le Teams qu'on n'a pas pu aborder ici, mais on veillera à vous répondre à chacun là-dessus. Et pareil, si vous voulez qu'on discute un peu plus à l'extérieur, ce sera avec grand plaisir. À bientôt.